Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Yo, je vous pique juste quelques secondes avant l'émission pour faire un petit point propagande. Étant donné que personne n'écoute les podcasts jusqu'au bout, et moi le premier je dois l'avouer, je suis obligé de commencer par là. Déjà, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos meilleures 5 étoiles via la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Ensuite, et le plus important, il faut partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, au lycée, à votre pause café quand vous êtes au travail, ou même à votre voisin de bus, vous partagez en balle. Et pour les plus déterminés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi pour soutenir le projet. C'est simple, vous m'offrez une boisson qui va représenter un certain montant, que ce soit un café, un soda ou une bière, c'est à vous de choisir et vous me régalez. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse profiter de votre émission. Du coup, on fait la même chose, messieurs. On parle de la conférence Ouest, on commence direct avec les Suns. Et Mathieu, vas-y, si tu veux nous parler un peu des Suns, tu veux que je fasse une petite intro ou je te laisse une petite intro quand même, histoire que je me mette un petit peu dans le... Les Suns qui sont de loin, alors on verra si vous me contredites, mais c'est français, je ne sais pas, ça y est, je perds les pédales. Qui sont de loin la meilleure équipe de la ligue, ils sont top 3 attaque, top 3 défense. En plus, il n'y a pas de Chris Paul depuis le All-Star Game, mais pour le coup, ça roule assez bien, avec un calendrier qui était pas trop compliqué. Campaign qui fait des dingueries. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que t'en as à en dire de plus Après voilà, ouais, la blessure quand même de Chris Paul, c'est un peu le gros point d'interrogation, j'ai envie de dire. Après bon voilà, ça reste sur la continuité. Devin Booker, bon, Ayton, Michael Bridges, les hommes, Jake Crowder, ça défend très bien. Ça roule sur la ligue. Après voilà, après on va arriver en playoff. Il va falloir envoyer du bois. Il va falloir que Chris Paul soit là en forme. Hein. Et c'est ça. Normalement, donc, il devrait revenir avant les playoffs. Ouais. Tout le monde les voit aller au bout. Ça va pas être un chemin facile. Oui, après, je les mets quand même favoris à l'Ouest. Ouais. Mais ouais, ça, je sais pas en fait. Je suis un peu. Je suis pas mitigé parce que je les vois aller au bout à l'Ouest, mais. Ça dépend de la blessure de Steph Curry, moi, je trouve. Ouais, il y a ça aussi. On en reparlera, mais... ça dépend de la gravité de... Parce que moi, au complet, pour moi, je vois Golden State avec plus d'expérience, de trucs, plus de... Et puis, en général, les équipes de Chris Paul, je leur fais pas confiance. Parce qu'il a quand même tendance à disparaître dans les gros moments, quoi. Soit sur blessure, soit sur tout ce que tu veux, mais moi, je trouve que il est quand même souvent aux abonnés absents quand c'est le crunch time, quoi. Oh, ouais, l'année dernière en playoff, les Clippers, tout ça, il les a bien. Ouais, après, je te parle sur l'ensemble de sa carrière, tu vois. Ouais. Genre, pour le joueur qu'il est, c'est toute proportion gardée. Si tu regardes ses stats en playoff, il performe quand même. Mais par rapport à son rendement en saison régulière, quand il était à 3-1 sur Houston avec les Clippers qu'ils ont perdu, il y a plein de fois. Ouais, Houston, il était blessé, non? Ouais, mais c'est pareil. Il est tout le temps à chaque fois, genre, il est blessé ou il jouait pas ou truc comme ça. À chaque fois dans les moments les plus chauds de la saison, quoi. Tu vois, genre, ça c'est un autre truc qu'on met sur le dos de James Harden où je trouve qu'on est hyper difficile avec lui. Genre les 2 fois où le gars il avait une chance de vraiment aller en finale NBA, les 2 années où ils sont allés en finale de conférence contre Golden State. À chaque fois, Chris Paul, il a pas joué. Donc, et en plus, les gens, ils comprennent pas la dynamique. Ouais, il pouvait être meilleur dans les matchs. Ouais, mais en fait, à chaque fois si tu joues avec Chris Paul, c'est comme Kevin Durant et Kyrie. Quand ils jouent les deux, tu peux pas prendre à 2. Parce que sinon, tu laisses trop d'espace pour l'autre pour jouer 1 contre 1. Mais dès lors qu'il y en a un des deux qui joue pas, le niveau des autres, il descend. Donc, tu fais prise à 2 systématique sur ce joueur. Donc ça change complètement la dynamique. Genre tu vas pas du tout faire le même match si t'as un Hall of Famer à côté de toi ou pas. Genre moi je trouve ça
Enfin, C'est surtout la relation qu'a Chris Paul avec son pivot. C'est tout qu'il rend ses pivots à des niveaux astronomiques. Mais si Chris Paul est pas dans un bon jour, enfin s'il fait pas de bons playoffs, DeAndre Ayton ne fera pas de bons playoffs. Ouais, après, moi, ce que je trouve surtout, c'est que défensivement, c'est extrêmement en passe. Ah oui, ça par contre, rien à dire. Jake Crowder, Michael Bridges, Ayton, Paul aussi. Ils sont extrêmement bien coachés. Aussi. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'ils sont favoris. Hein. Mais parce qu'encore une année où tu joues très bien, tu surprends tout le monde. Mais depuis le bubble, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ils arrachaient tout. Depuis, ça fait 2 ans, ils sont en haut de la ligue. Donc ça arrive pas par hasard. C'est pas t'as fait une bonne saison ou alors t'as fait 6 mois et t'as gagné beaucoup de matchs et même non, ils sont en pleine bourre. Ça fait 2 ans maintenant que ils sont à un niveau au-dessus, je trouve. Vraiment. Et leur banc, vous en pensez quoi de leur banc? Vraiment. Ils ont un super banc. Enfin, ils ont pour moi une équipe très solide. Franchement, les mecs qui sortent du banc, ils apportent. En fait, si tu veux, ils sont tous sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des bancs. Ouais, ils sont focus. Ouais. Il y a des mecs qui rentrent, ils perdent 3 ballons, ils commencent à jouer n'importe comment, ils forcent des 1 contre 1. Tu vois que Phoenix, c'est pas ça. Leur culture, elle est complètement différente. Ils jouent des systèmes, ils se passent la balle, ils défendent dur. Genre, c'est une vraie équipe de playoff. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est même une équipe plus dure à manœuvrer que le Heat, par exemple. Ils ont plus de joueurs offensifs. Hein. En fait, ils ont plein de joueurs qui sont longs. Voilà. Long, et puis ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, à contrario du Heat. Et ouais, c'est, moi, pour moi, je les vois aller au bout cette année. Après, ouais, évidemment, faudra voir avec la blessure de Paul, tout ça, mais, oui, c'est clairement les favoris. Et puis bon, comme on sait tous, c'est ce qu'on a dit, hein, pour moi, les playoffs, encore toujours pareil, toute proportion gardée, seront peut-être plus faciles à l'ouest qu'à l'est. Où c'est quand même coupe-gorge à l'est. Ouais, à l'ouest, ouais. Aurel, toi, pour parler un peu des Suns, bon, on en a beaucoup parlé, mais. Ouais, on en a beaucoup parlé. T'as un truc à rajouter? Tu les vois aussi, c'est favori? De toute façon, on le voit tu l'as dit même toi, ils sont top 3 attaque et top 3 défense, tu vois, c'est un gros critère pour aller loin, tu vois, en NBA. Et, genre, par exemple, moi, tu vois, l'année dernière, mon pick pour coach de l'année, c'était Monty Williams. Bon, c'est pas lui qui l'a eu. Donc, en vrai, cette année aussi, il a de fortes chances de l'avoir. Entre lui et Spoelstra et éventuellement d'autres coachs. Les stats Aurel de combien ils sont au rebond? Ils prennent pas beaucoup de rebonds, non? C'est pas leur point faible? Tu veux que j'aille regarder ça vite fait? Vas-y, va regarder ça. Peut-être que je mens encore. Par rapport aux autres équipes, hein. Ouais. Au total, ils sont 7ème. Parce que combien? même 7ème? 7ème. Ah ouais, non, j'ai menti, ouais. Mais sinon, une autre stat un peu marrante qui témoigne quand même de leur régularité, de leur focus, tu vois, c'est cette saison quand ils mènent après 3 quarts-temps, ils sont en 44-0. Et la seule autre équipe dans l'histoire de la NBA qui a été invaincue après avoir mené sur les 3 quarts-temps, c'était les Lakers 2020 qui ont été champions. De toute façon, je vais te dire un truc. Les équipes qui jouent bien, qui ont une chance d'aller loin, c'est les équipes qui vont être bonnes offensivement, bonnes défensivement. Et tu regardes les équipes sérieuses, rebond offensif, combien ils sont, genre rebond offensif sur les autres équipes, combien ils prennent de rebonds offensifs contre eux. Donc au rebond, combien ils sont? Là, tu viens de dire 7ème. Ouais. Balles perdues, ils sont top 5 dans la ligue, ou top 7 ou un truc comme ça, c'est sûr. Merci Chris Paul. En 6, ouais. Ils sont 6. Et au pourcentage à 3 points. C'est-à-dire qu'ils prennent des shoots ouverts, ils doivent être dans le top 5 encore ou top 10. Ça, ils sont 5. Oh là là, mais t'as les stats dans la tête. Eldroid. Tu vois que ça, c'est une équipe solide. C'est, dans le basket en général, tu prends rebond, nombre de rebonds. Enfin, parce que simplement tu fais des box-out. Perte de balle, tir à 3 points et pourcentage au lancer. Pareil, pourcentage au lancer, ça témoigne d'une équipe, ils doivent être top 5, top 6. Pareil. Ils sont 6. Putain, mais t'es incroyable. Parce que tu laisses pas de points, sur la ligne des lancers. Ça, c'est les équipes. C'est basketball référence.
Ça amène du gros consultant quand même. Ah ouais, tu rigoles pas du tout. Bah, en même temps, c'était normal. Mais ouais, et du coup, comme je me suis noté quand même, parce que je sais que tu l'adores, Cameron Payne, Mathieu, tu sais qu'il a remplacé Chris Paul de manière exceptionnelle, parce qu'il a fait un 15-10, il fait un 15-10 depuis que Chris Paul est plus là. Ouais, non, il est bon. Hein. C'est exceptionnel. Je rends à César ce qui appartient à César, y a pas de souci. Moi, je suis comme genre physiquement, la façon dont il joue, ça me dérange. Il y a un truc dans sa Et je l'aime pas, il me dégoûte. Il y a un truc comme il se déplace. J'ai l'impression qu'il se déplace tout le temps en crabe. Déjà, il y a un truc chez lui qui me fait... Franchement, chapeau bas, parce que d'une, il était hyper décrié. Il a été drafté plutôt haut. Il a été décrié toute sa carrière, genre il est pas bon et tout. Il est parti en Chine. Et là, il est revenu depuis qu'il a eu sa chance dans la ligue. Et là, de loin. Même en playoff l'année dernière, il a été extrêmement bon. Moi, je trouve que vraiment, et il est bon offensivement et défensivement. Vraiment, il y a deux mecs comme ça, lui et Reggie Jackson. T'aimes pas non plus? ou qui fait un beau comeback? Ou qui marche en crabe. Cette année, les Clippers sans Reggie Jackson, c'est pas beau, hein. Ah non, c'est vrai. On parle beaucoup de joueurs qui portent leur équipe à bout de bras. Bah, je peux te dire que Reggie Jackson, il a porté son équipe à bout de bras. Bizarrement, les deux, ils ont été backup de Westbrook. Quoi? Je sais pas si, bizarrement, les deux, ils ont été backup de Westbrook. Je sais pas si ça a une corrélation. Je sais pas si c'est une corrélation, mais... Bon, on a bien parlé des Suns. On va passer à une équipe top 2 et qui les attendait top 2? Pas grand monde, je pense. Mais Memphis. Certainement Edwin, puisqu'Edwin, il est chaud bouillant. Memphis top 2. C'est pas top 2, et franchement, ceux qui disent qu'ils les attendaient top 2, je pense que c'est des menteurs. Après, ils ont des mecs qui performent. Après, moi, les joueurs, en fait, si tu veux, je les connaissais pas. Maintenant que je les connais, de dire, ouais, Ja Morant, non, parce que Jaren Jackson, il est hyper bon. Desmond Bain, il est hyper bon. Ils ont un des meilleurs rebondeurs de la ligue. Et qui pose des écrans, incroyables. Steven Adams. Non, moi, je trouve qu'ils ont une équipe. Et un rebond offensif aussi. Et moi, c'est le coach de Memphis à qui je donnerais, coach de l'année. C'est vrai. Okay. Parce que Monty Williams, bon après c'est dur de rester au top, hein, mais faire ce qu'il fait avec cette équipe-là, ouais, personne l'aurait cru, c'est ça qui est. Bah et puis, attends, ok, c'est son nom. La première fois que Ja Morant est star. Jenkins. Mais sinon, dans toutes les autres équipes, t'as genre à Phoenix, t'as 2 Hall of Famer, même coach de l'année Spoelstra, c'est pareil, genre Jimmy Butler et Adebayo, ils sont All-Star et Kyle Lowry va être All-Star voire Hall of Famer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, avant que la saison commence, tu sais que tu peux compter sur des mecs. Oh ouais, là, non, c'est des très bons coachs. Après, c'est pas compliqué d'intégrer Lowry dans une équipe. Enfin, à mon avis. Hein. Quoi? C'est pas compliqué d'intégrer Kyle Lowry dans n'importe quelle équipe. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais il a de l'expérience, c'est un mec qui connaît la NBA, il va trouver un moyen pour se rendre utile pour ton équipe, tu vois ce que je veux dire, genre. Alors que le mec de Memphis, c'est vrai que il y a plein de mecs, tu sais, enfin, Ja Morant qui allait confirmer sa deuxième saison, mais en plus, tu sais pas comment ça va se passer. Mais sinon, le reste des joueurs, franchement, il y a personne qui aurait parié qu'ils allaient finir deuxième, devant Golden State. Non, personne. D'ailleurs, moi, je trouvais que le trade entre Valanciunas et Adams était fou, tu vois, était débile un peu. Et tu te rends compte que finalement, c'est pas si déconnant. Il fait le travail de l'ombre, Adams, et l'équipe elle tourne super bien. Ouais. Ouais, ça, tu vois, ça c'est une équipe. Bon, c'est facile de dire ça étant donné qu'ils sont deuxième, mais c'est vraiment une équipe qui peut faire chier quoi sur cette match, tu vois, avec la fougue et tout, la jeunesse. Surtout défensivement, ils sont chiants. Ouais, ils sont chiants. Ouais, Dillon Brooks, Bain. Ouais. Et du coup, attends, qu'ils affronteraient là? Top 7, pour l'instant, c'est pas trop. Bah, même Minnesota, si ça sent. Après, les Wolves. Après, je te cache pas que Morant, en playoff, il va galérer quand même. Là, il va être ciblé, hein. Il a pas trop galéré, hein. Quoi? Il va être ciblé. Il a pas trop galéré, hein. L'année dernière, il fait des gros playoffs face au Jazz. Ouais. Bon, il après. était pas forcément attendu. Quoi? Il était peut-être pas forcément attendu. Là, on va l'attendre. Là, on sait ce que. Il était un peu attendu quand même. Ils avaient éliminé les Warriors.
Oui, mais dans le Mais sens où c'était quand même une surprise. Le Jazz, tu vois, le Jazz, c'est la meilleure pire équipe de la NBA pour moi. Ouais, on va en parler. Ah, putain. Et là, c'est compliqué. Toi, Mathieu, Aurel, pardon, t'es plutôt de cet avis aussi que tu penses que, parce que tu vois, moi, j'ai mis des doutes sur leur capacité à faire chier. Alors, ils sont top 2, donc ils sont hyper bien classés. Mais je sais pas si ils sont sûrs que ça de passer un tour. Même si en étant top 2 avec l'avantage du terrain, tu sais pas trop contre qui tu vas tomber. Ils vont jouer avec quelqu'un qui va du play-in. Ouais. Et à l'Ouest, le play-in, je peux dire que c'est pas beau. Ouais, c'est clair. Aurel, Les Wolves. t'es d'accord? Si t'es deuxième de l'Ouest, c'est pas pour rien, tu vois. Et je pense que, je pense qu'ils vont quand même passer un tour, je pense. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont quand même passer un tour dû à la faiblesse des équipes en face. en play-in. Genre, Après, en ce moment, si c'est Minnesota qui sort du play-in, Quoi? si c'est Minnesota qui sort du play-in, en ce moment, tu parlais de dynamique tout à l'heure, la dynamique de Minnesota, ils sont très très bien. Les Wolves. Ouais, ça défend, ça attaque bien. S'ils l'ont pas fait quand il y avait KD, ils vont pas le faire maintenant avec Karl Anthony. Arrêtez, les mecs. Les Wolves, ils passent les Grizzlies. Je le dis maintenant. Il y aura certainement 10 ou 11 personnes qui vont nous voir sur YouTube. Je mange 3 boîtes de Doliprane. D'affilée. Des 1000 milligrammes. Forcément, c'est une équipe qui va être beaucoup plus faible que les Grizzlies, qui va être en face. Mais je pense honnêtement, les Wolves cette année, moi, les Wolves, ils m'étonnent pas mal. Les Wolves, pour une fois, j'espère qu'ils vont pas trop changer leur équipe, parce que moi j'aime bien McDaniels, l'ailier là. Anthony Edwards, ça va être un vrai joueur, ça va être, je pense, un D-Wade.2. Merci, je le dis de long, c'est G-Wade. Après, .2, on va voir, parce que il nous a... 2.0, pas le 1.0, 2.0. Ouais, après, 2.0, c'est exagéré. Et qu'il fout de loin en plus. Ouais, la comparaison, ouais, à peu près le même joueur. Après, à voir s'il a ce truc. Parce que D-Wade, il a ce truc dans les gros moments. Genre, sa finale contre Dallas, c'était juste incroyable. Un mélange de G-Wade et Donovan Mitchell, peut-être. Ouais, je sais pas. Je crois... En tout cas, je l'aime bien. Il a la haine un peu. Je pouvais pas Utah. Ouais. Genre physiquement, je peux pas. Je sais pas pourquoi. De toute façon, c'est grâce à lui qu'ils sont sexy cette année. Hein. Il y a l'autre que j'aime bien, la Vanderbilt, non, c'est pas ça? Ouais, Vanderbilt aussi. Ouais, ils ont des bons joueurs de l'ombre. Hein. J'aime bien le meneur qui sort du banc là aussi là, qui paye pas de mine du tout. On demande beaucoup là. Non mais si, il a un nom. Attends, il a pas un nom compliqué en plus. C'est un super bon passeur, métis, enfin très pâle de peau, pas de cheveux. McLaughlin, non? Ouais, lui. McLaughlin. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui. Il a sorti des bons petits matchs. Il est solide. Sort du banc, il est solide. Après, Memphis, ils vont gagner ça. Mais... Ouais, je pense. J'avoue, je les ai peut-être vus un peu trop verts. Attention, il faut que les Wolves y sortent aussi, hein. Ah, franchement, ça va jouer quoi? Les Clippers? Avec personne, parce que pour l'instant, il y a personne qui doit revenir. Il y a pas de raison qu'ils passent. Hein. Après, franchement, je te dis, moi, je fais même pas de pronostic sur le play-in parce que, ouais, tu peux en faire un, mais franchement, sur un match, tu peux, même la meilleure équipe, tu peux en prendre 20. Tu vas avoir des surprises, je pense. À l'Ouest, ça va être rigolo, le play-in. Les Pélicans. Ouais. Non, parle pas des Pels, s'il te plaît. Donc après, on a Golden State. Golden State, ouais, donc blessure de Curry, le trio qui devait être réunifié. Curry qui se blesse, et pour le coup, c'était assez négatif, mais on a vu qu'il serait réévalué dans 2 semaines. Réévalué, ça veut pas dire qu'il sera de retour forcément, mais en tout cas, c'est plus positif peut-être parce qu'au début, c'était vraiment en mode, bon, il doit revenir, potentiellement en playoff, mais on sait pas trop, on n'a pas de date. Alors ça craignait un peu du boudin. Ouais. Par contre, la fin de saison qui va être tendue du coup, parce que sans Curry, on va devoir... c'est Jordan Poole qui va devoir prendre le relais, et qui pour le coup en ce moment est en pleine bourre. Après, je vais te dire un truc qui va paraître fou. Je te jure qu'il va paraître fou. Steph Curry est plus facilement remplaçable dans cette équipe que Draymond Green. Bah, on l'a vu. Oui. Ouais, on l'a vu. Jordan Poole d'accord. Par un rôle beaucoup plus similaire. Et dans la production, je te parle chiffré.
Pas dans attirer les défenses ou tout comme ça, mais dans la production chiffrée, Jordan Poole, si tu le laisses clé en main et qui va être dans le start, c'est un mec qui peut te mettre 25 tous les matchs. Hein. Et c'est ce que j'ai Il a écrit. le talent suffisant. J'ai juste que tous les systèmes de Kerr, ils sont faits autour de Curry, tu vois. Et il va devoir adapter. Et au final, Curry, même si tu le remplaces, Poole peut faire du Curry, non. Mais, oui, je suis d'accord dans le fait que Draymond Green est beaucoup plus difficile à remplacer dans cette équipe que Curry. Ouais, ça c'est clair. Mais après, voilà, qui fait du Curry, à Golden State Warriors, je pense pas que Jordan Poole puisse le faire. Après, il peut les prendre, les shooters. Mais faut-il encore les mettre? Je rigole, mais Jordan Poole, en ce moment, il est en feu. En temps de jeu. Regarde, je te donne un exemple. L'année où Steph Curry l'a joué, mais qu'ils étaient pas bons et que Draymond Green, la plupart de la saison, il avait été blessé, tout ça, il a été meilleur marqueur de l'année. Mais ils ont galéré. Là, cette année, dès que Draymond Green il se blesse, c'est difficile de gagner des matchs. Ouais, là, c'est un facilitateur de jeu, ouais. Moi, je trouve vraiment Blue guy, comme Mathieu. Blue guy, ouais. C'est plus qu'un glue guy. Moi, je trouve qu'on lui donne pas du tout assez le crédit qu'on devrait, parce que je te jure que 3/4 des shoots ouverts de Steph Curry, c'est Draymond Green qui lui donne. Après, tu l'as vu jouer en FIBA aussi, Draymond Green? Ouais, mais c'est pas le même jeu. Il joue pas avec les mêmes joueurs, il joue pas le même jeu, c'est pas pareil. Là, c'était pas le glue guy, là. Non. C'était le brick guy. Bon, Bah, ouais, il est pas shoot, c'est pas ça qu'on demande, tu vois, mais. C'est le meilleur ailier fort passeur, Mathieu. Tu te souviens pas de ce J-Lo? Le meilleur ailier fort passeur, all time. Voilà. Oula! C'est petite blague, entre nous. Ouais. Le gars qui gère l'Insta Warriors France sur Insta, du coup, il dit ça tout le temps. Et alors, c'est qui pour vous? Le meilleur ailier fort passeur? Je devrais réfléchir beaucoup, mais en vrai, il est super bon à la passe, Dre Green. Tu viens de le dire que, tu vois, genre, la plupart si Curry fait des bêtes de saison comme ça, c'est beaucoup grâce à lui aussi. Ouais, après, c'est pas, tu peux pas comparer les époques maintenant. Et puis le mec, il joue point forward aussi. Il donne la balle à un mec ouvert, mais c'est pas lui qui a le décalage et qui donne la balle. Oui. Il y a passe et passe, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on est d'accord. Tu mets un match de Sacramento à l'époque et tu regardes les passes de Chris Webber, pas les passes de Draymond Green, je te le dis tout de suite. Et puis t'as des joueurs, si tu les fais jouer point forward, je suis sûr que, il ferait beaucoup mieux que Draymond Green. Bah ouais. Après, oui, niveau QI basket, t'as rien à dire. Le mec est très bon. Après, défensivement, c'est un animal, je te le dis. Aussi, ouais. Moi, c'est pour ça qu'ils sont. Moi, je lui donnerais tout. Lui, à Antetokounmpo, je leur donnerais tous les ans, je te jure. C'est les seuls mecs qui peuvent. Rudy Gobert alors. Wow. C'est même pas son sujet parce que. Ouais, là ça part parce que moi, en plus, moi je suis plutôt Rudy Gobert. Bon, après il a été blessé. Ouais, on fera un autre podcast. De toute façon, on va parler de Utah. Moi, j'ai une question pour toi. Voilà, on arrive quand à Utah, là? On est au 5, on arrive juste après. Mais par contre, je veux juste poser encore une question, pour vous, et même, pareil, je vais donner la parole soit Matt ou Aurel, je sais pas qui veut la prendre. Est-ce que on s'inquiète pour les Warriors? Parce que là, ils sont 3e à l'heure actuelle. Mais ils sont à 3 matchs de la 4e place et à 4 matchs de la 5e place. Sachant que Dallas... tu peux pas t'inquiéter pour les Warriors dans la mesure où personne les mettait là en début de saison. Si, moi. Toi, tu les mettais aussi haut? De mémoire 4e, ouais. Ah ouais, quand même. Moi, je crois que je les avais 3e. Mais finalement, c'est même pas qu'ils surjouent, en fait. C'est que ça fait tellement longtemps qu'ils jouent ensemble, ils se connaissent bien, et voilà, enfin, je sais pas, moi, tu vois, tu le sais très bien, en début de saison, moi, je vantais, Wiggins, on parle très peu de Wiggins, et moi, le peu de matchs que j'avais vu des Warriors, c'était lui qui défendait le mieux, c'était lui qui faisait le travail de l'homme, on n'en parle pas beaucoup, mais d'avoir réussi à intégrer un mec comme ça, qui était la risée de la ligue il y a 2-3 ans, ça montre quand même que l'équipe, elle est hyper bien structurée, que les gars se connaissent, tu vois, et moi, non, je me fais pas, après, oui,
Curry est C'est blessé, pas mais forcément dans le sens où s'ils descendent du classement, bon, c'est pas très grave, mais ne pas avoir l'avantage du terrain. dans tous les cas, qui les voit aller au bout? Au final, personne. Donc, est-ce que tu peux t'inquiéter? Non. Non, parce que... Tu les vois oui, pas il aller a au dit. bout. Ça dépend, hein. Moi, Healthy, je les enlève pas, hein. Ah, sur 7 matchs, ça peut pas faire chier les Suns. Ah ouais, bon? Impossible. avec sûr Curry, T'es sûr Drake, que et toute la smala, là. Avec Curry, Draymond et, ouais, avec tout Parce que ça. je pense que c'est Chris Paul qui va courir après Steph Curry pendant 40 minutes. Ah, ouais, on sait que les matchs contre Steph Curry, il aime pas trop, quand même, Chris Paul. Mais Bah, bon. je sais pas, moi, t'es bien optimiste, hein, parce que moi, les Warriors au complet, je les vois gagnants contre Les Suns? plus N'importe Ayton, tu pourras pas le faire jouer parce qu'il est obligé de drap sur tous les écrans. Donc, t'es obligé de le sortir parce que t'es obligé de switcher sur les écrans. Ou alors, Draymond Green, il va se retrouver tout seul et il va distribuer. Mais Biombo. En plus, c'est un mauvais match-up, les Suns pour les Warriors. Les Warriors au complet contre les Suns, moi, je c'est donne pas solide. le drapeau des Suns. Ah ouais. Ok. Et juste pour parler un peu non, on va parler, parce que j'allais parler du retour de James Wiseman, je pense que ça sert à rien de l'intégrer maintenant. C'est assez tard, il a pas joué. Moi, j'avais une depuis- question. Vas-y, Aurélien. Vas-y, pour vous, là, l'action avec Marcus Smart, hustle play ou dirty play? C'est que je l'ai même pas vu cette action. Ah ouais? Moi, Je l'ai pour vu moi, vite fait sur Insta, pour moi, mais- c'est pas dirty. Hein. Après, le mec qui se bat, on connaît Marcus Smart, tu vois. On sait Ouais. que le mec il se bat sur tous les ballons. Je pense pas qu'il y aille dans le but de blesser. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que il y a un obstacle. Quand tu plonges et que la balle, elle est genre la balle elle est plus près de toi que du défenseur. Mais quand clairement il y a le joueur en opposition et que tu plonges à travers ses jambes pour avoir la balle, je veux pas dire que c'est dirty play, mais c'est pas non plus le play le plus propre de l'histoire. Non, bien sûr, non, bien sûr, hein, tu extrapoles. Mais ce que je veux dire, est-ce que toi, tu penses que Marcus Smart, il y allait dans le but de blesser Curry? Moi, non. Je te donne un exemple. Si c'était à l'entraînement et que c'était Jason Tatum, il aurait pas plongé sur cette balle. Donc c'est que tu sais Tellement. que c'est pas propre non plus. Après, on connaît Marcus Smart, le mec qui se bat sur tous les ballons, ça aurait pu être n'importe quel autre joueur. Il a pas 13 Ouais, balles. mais Oui, ouais, à les l'entraînement, tu le splats fais pas de parce que c'est ton Curry. coéquipier. Il y a quelqu'un qui peut la récupérer. Parce qu'en plus, tu vois comment Curry, c'est pas deux mecs qui plongent. La balle, elle il est sur ses chevilles. Ah ouais, Curry, il est debout. et la balle, elle est sur sa cheville. Mm. Il plonge dans les jambes de Curry quand même. Je sais pas. Je vais pas dire que c'est dirty, mais c'est pas, t'aurais pu aussi l'éviter, tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Toi, Aurel, tu penses quoi, toi? Parce que tu poses la question, mais mouille-toi un peu. Merde, j'avais pas d'avis, frère. Mais non, ouais, bah non. En vrai, ce que dit Edwin est logique en soi. C'est pas forcément dirty, mais le gars, il savait quand même que voilà quoi, c'était dangereux. Il l'a fait quand même. Ça, c'est le Suisse. Ça, c'est pas forcément dirty, mais il y a toujours une partie pour, une partie contre, tu sais. Les coachs, ils m'ont toujours dit, s'il y a une balle par terre, soit tu plonges dessus, soit tu te baisses pas, parce que ça va être, quand tu vas et que tu plonges pas dessus, en fait, bah, qu'il y a un mec qui va plonger, bah, il y a ça qui va se passer, en fait. Donc, soit tu plonges dessus par terre, soit tu t'en éloignes. Tu veux pas la ramasser, tu t'en éloignes. Mais, Faut pas te faire la cheville pour 2 semaines, on est d'accord. ouais. Bon, on passe enfin à la 4e équipe de l'Ouest, qui est le Utah Jazz. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Edwin? Alors, comment, ok, tu peux être le défenseur de l'année, ok, Ah. et que quand arrivent les playoffs, le plan de jeu de l'autre équipe, c'est de t'attaquer. C'est pas une mauvaise question, ça. Explique-moi comment tu peux être le joueur défensif de l'année et que dès que les playoffs arrivent, le plan de jeu de l'autre équipe, c'est de te mettre, toi, qui est censé être le meilleur défenseur de toute la NBA, dans des situations. Alors, attends. Non, si t'es le meilleur, normalement. C'est pas très poli ce que je vais faire, mais je vais répondre par une question. Est-ce que pour toi, lorsqu'un joueur, il est obligé de changer sa forme de tir parce qu'il affronte quelqu'un de cette taille-là, de cette envergure-là, et qui est plutôt, enfin, il est pas hyper mobile, mais qui gagne en mobilité, de changer sa façon de tirer et d'attaquer le cercle, est-ce que pour toi, c'est pas le fait d'affronter
un défenseur d'élite. Mais c'est sur un poste, là. Tu me parles d'un mec, quand les mecs, ils mettent des layups. Terrence Mann, on aurait du Michael Jordan contre Utah l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Tout ce que t'as à faire, c'est mettre un poste 4. Rudy, il sort pas de la raquette. Et le mec, il va être tout le temps ouvert. C'est pas défendre, ça. Tu pourras jamais le faire avec Draymond Green ou Kawhi Leonard ou qui tu veux. C'est vrai. C'est vrai, mais il peux s'améliore. pas- Tu peux pas me dire que t'es meilleur défenseur de la NBA quand il y a clairement des situations où t'es le point faible de ton équipe en défense. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé. Bah après en même temps, forcément en étant aussi grand, tu peux pas être hyper mobile. Non, Et pas la le ligue, meilleur défenseur de la NBA. ouais, mais la ligue maintenant c'est beaucoup de small ball, beaucoup de shoot extérieur. Oui, mais moi je pars du principe où intrinsèquement, là cette année, bon c'est difficile de lui donner, bon parce qu'il a été blessé ici et là, mais lorsque pour moi que ce soit un meneur ou un pivot, lorsqu'ils l'affrontent, ils le savent qu'ils l'affrontent et ils savent qu'ils peuvent pas jouer leur jeu naturellement parce que il est monstrueux en défense et qu'il peut te contrer à tout moment. Pour moi, Mais ça, c'est pas vrai, ça. Il y a plein de situations où Rudy, il est pas bon. Pour avoir été avec lui en équipe de France, je te le dis. ouais, pick and roll. Pour toute l'intimidation qu'il fait, moi, quand tu pars de loin, ok, tu te recules, et que tu l'attaques en un contre un, il fait des fautes, il fait des trucs, et il peut pas le faire de façon répétée. Il peut le faire de façon spontanée, mais tu peux pas avec Rudy, comme Draymond Green, switcher sur tous les écrans tout le match. Tu peux le faire de temps en temps et des fois il va contenir. Mais tu peux pas me dire qu'un mec comme Antetokounmpo qui peut switcher de 1 à 5 sans problème n'importe quand dans le match, c'est pas un meilleur défenseur que Rudy. C'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Rudy, il y a plein de situations dans lesquelles tu peux le mettre où défensivement, il va pas être confortable. Il peut pas être trop sur les écrans. Donc quand t'as un bon shooter, Jamal Murray contre Denver dans la bubble, le mec il ressemble à Michael Jordan, il mettait 50 points tous les matchs. Et c'est vrai que le Jazz ils ont pris cher quand même. Ouais, ils ont pris... Bah, mais dans ce cas-là, tu le donnes à Antetokounmpo chaque année. Mais c'est ce qu'il disait c'est tout pas- à l'heure, Edwin. Même si tu mets pas Antetokounmpo chaque année, le problème du joueur défensif de l'année maintenant, c'est qu'il est basé sur des stats. Les gens regardent le nombre de rebonds défensifs que tu prends, si ton équipe elle est bonne en défense quand tu es sur le terrain, et ils additionnent tes rebonds défensifs, tes contres et tes hits, et ils disent t'es le meilleur défenseur. Mais Je suis pas d'accord avec ça parce que tu vois, il y avait défendeur et défenseur et regarde par exemple, tu prends un mec comme Michael Bridges et tu regardes ses stats, c'est pas un gros rebondeur, c'est pas forcément le mec qui va faire le plus d'interceptions, mais il est dans la course parce qu'ils savent que le mec il défend bien, tu vois. Ça c'était avant, à l'époque où on regardait beaucoup les contres, les rebonds. Des points, ça c'est des points de, je vais te dire de participation, ok? Parce que même si on va dire il est dans la course, jamais Michael Bridges il aura défenseur de l'année. Non. Et tu sais très bien que moi, depuis C'est vrai. Gary Payton, et tu le vois, le défenseur de l'année, le titre, il est depuis 1982-83. À part Gary Payton et Michael Jordan dans les premières années, Ouais, que des intérieurs. il y a que des intérieurs. C'est plus devenu le meilleur défenseur. C'est le mec qui prend le plus de rebonds, qui met des comptes. Boum, c'est le meilleur défenseur de l'année. Dommage d'ailleurs. Je suis désolé. Il n'y a Moi, pas d'Moncrief. Moncrief, il l'avait pas eu. Si, c'est le premier, Ouais, mais... dans la NBA, tu me dis, ouais, les coachs, ils doivent choisir à travers le monde, si c'est un JM NBA ou un mec en Europe, il dit, prends-moi le défenseur que tu penses qui va être le plus dans ton équipe. Tu commences une équipe. On dit, tu dois choisir un mec en défense et un stopper. Il y a beaucoup plus de gens qui vont prendre Draymond Green que Rudy Gobert. Rudy Gobert, tu peux pas jouer tous les de basket avec Rudy. Alors que Draymond Green, peu importe dans quelle situation, il peut défendre les 1 contre 1, il peut défendre les écrans, il peut défendre les post-up, il peut défendre contre des joueurs plus petits que lui, plus grands que lui. Genre, Rudy, a plein de situations, il est pas confortable. Je suis désolé, on peut me dire ce que tu veux. Oui, Mais c'est comme à l'époque, Martin, c'était le mec qui mettait le plus de contres et qui dissuadait le plus les layups. Ah, bah c'est exactement le même profil. Hein. Y a pas de problème. Oui. Mais moi, je trouve qu'il y a un gap énorme entre ça et être le meilleur défenseur de la NBA. Je suis désolé, quand ton coach, on arrive en playoff et qu'il hésite à te laisser sur le terrain parce qu'en attaque, on trouve toujours des solutions contre toi. Je suis désolé, comment tu veux prétendre être le meilleur joueur défensif alors qu'on fait des techniques contre toi en playoff? Ça n'a pas de sens. Si t'es le meilleur défenseur de la NBA,
je peux être sur le terrain quand je veux. Il y a pas de moment où je fais mal à mon équipe à cause de ma défense. À cause des choses que tu ne peux pas faire avec moi. Je suis presque prêt à retourner ma veste. Aurel, tu disais, toi, Pas trop d'arguments. je te vois contre Edwin. Non, bon, déjà, je vais jouer sur les mots, mais déjà, DPOY, c'est un truc de régulière, du coup, pas de playoff. Et aussi, tu disais que sur certaines actions, on avait l'impression que Rudy Gobert, c'était le pire défenseur de son équipe, mais t'es d'accord qu'en régulière, il est en train de cover énormément d'erreurs défensives de plein de ses teammates. Genre, il est vraiment pas aidé par ses teammates en défense, en régulière. Genre, il y a plein de fois où ils se sont dépassés cette team. Même Maurice Sony, il les défend pas trop cette année, hein. Enfin, il les défend mal. Coéquipiers, ils sont pires en défense que lui. Ouais, sûrement. Là n'est pas la question. Je dis pas qu'il serait pas une pire équipe défensive sans lui. Ça, c'est sûr et certain que Rudy fait que Utah est meilleur en défense sur l'ensemble de la saison. Je te dis pas le contraire. Mais de là à être meilleur, c'est comme, tu me parles de la saison régulière. L'année où Russell Westbrook, il a été MVP, il y a aucun moment dans ma tête où je pensais que c'était le meilleur joueur du monde. Ça veut rien dire. Quand t'as un jeu, ok, que tu peux jouer qu'en saison régulière pour les fans, mais après, le vrai basket commence et tu peux plus performer, bah ouais, je suis désolé, je vais pas te dire que t'es le meilleur joueur du monde. Pour moi, il y a un gap énorme entre la saison régulière pour les fans et les connaisseurs de basket en play-off. Ah ouais, le problème est le même. Mais oui, après voilà, c'est juste parce que voilà, il y a beaucoup, le jeu se base beaucoup plus à l'arrière maintenant et que oui, il est beaucoup moins mobile qu'un Antetokounmpo et qu'un Draymond Green et qu'il peut pas switcher sur tous les postes. Après, c'est vrai que oui, d'un côté t'as raison, il est pas très bon sur pick and roll et il sert juste, il est très bon en deuxième couverture et ouais, sur certains pivots, ouais, il peut faire le taf. Mais bon. Regarde, je te donne même au JO, ok? À la fin du match, au JO, contre l'Italie, le coach qui aurait dû faire ça, le coach italien, il a mis Gallinari. Ils ont commencé à jouer que du pick and pop, il a mis Gallinari en 5, et Gallinari, il s'est retrouvé à mettre 2-3 banderies, qui les a remis dans le match, et on a failli perdre au JO contre l'Italie. Contre l'Argentine, on a perdu pourquoi? Parce que Luis Scola, il s'écartait, et il a mis des banderies, et que Rudy, il était incapable de défendre sur les pick and pop. Scola, il s'était gavé. 45 ans, là. Donc, je suis désolé. La fois d'avant, c'était Pau-Gasol qu'on avait mis 40 dans le poste et c'est Rudy qui défendait sur lui. Donc, en plus c'était Rudy qui avait dit laissez-moi-le. Il avait dit laissez-moi-le, il avait dit. Je veux bien, mais moi, je suis désolé. Rudy, c'est un grand, écoute, moi, je veux pas que ce soit mixé parce que quand je parle de ça, des fois, les gens ils pensent, ouais, mais qu'est-ce que t'as contre Rudy? Rien du tout. J'ai le plus grand respect pour Rudy. Moi, j'ai joué, c'est mon gars de fou. Il t'a contré à l'entraînement. Ouais, et puis non, mais dans la vie de tous les jours, en plus, c'est un gars incroyable. Il était comme ça quand il arrivait en NBA. Ah, il y a personne qui comptait sur lui plus que ça. Et le mec, il s'est fait une place de Hall of Fame en NBA. Donc, rien que pour ça, chapeau bas, tout ce que tu veux. Après, quand on rentre dans les détails d'une conversation et qu'on parle de ça, et même on lui dit, genre en rigolant, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu nous dis, ouais, t'es meilleur défenseur, mais quand tu joues contre Jokic, tu t'en fous 40 dans le poste. Ouais, mais il en met 40 à tout le monde. Ouais, bah ok, bah, on le châtie, y a pas de problème. Mais moi, c'est vrai que ça m'interpelle qu'un mec à qui on donne le titre de meilleur défenseur de la NBA, en play-off, tu sois le maillon faible qu'on décide d'attaquer. Genre, c'est vrai que c'est quand même, t'admets que c'est quand même un peu, tu regarderas le playoff de Utah. Paradoxal, exactement. Le match des playoffs de Utah, tu verras que le plan de jeu de l'autre coach, c'est clairement d'attaquer Rudy sur tous les pick and pop. Et du coup, c'est qui le DPOY pour toi, là, cette année? Quoi? Le DPOY cette année, c'est qui pour toi? Giannis. Ouais, pour moi, c'est Giannis, hein. Franchement, il a joué tous les matchs, ils sont ouais, top, c'est lui. Top défense. Après, tous les autres qui sont dans la course, ouais, en fait, il manque de présence, quoi. Rudy, il a grave raté, puis les gens, ils commencent à en avoir marre, il a gagné trop de fois. Tu vois, genre, et en plus, je vais te dire, ça va être hyper dur pour gagner le 4e, parce qu'il y a que Dikembe Mutombo qui l'a fait. Il y a Ben Wallace. Il y a Ben Wallace aussi. Il a fait 4 fois? Ouais, il fait 2, 1,
Il est américain, donc ça va, on peut lui donner à lui. C'est vrai, ouais, c'est clair. Si c'est un Européen ou un étranger qui vient battre les records américains, ça la fout mal, tu vois, ils aiment pas trop, quand même. Surtout avec les casseroles qu'il a Rudy, il est pas trop aimé là-bas. Ouais, ça veut dire. Après, t'es obligé de reconnaître, quand même. Les gars, ils tournent à 15 et 15 tous les ans, c'est un vrai joueur, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je pense que Utah, ils vont avoir un choix à faire. Et moi, je pense qu'ils devraient jouer plus small ball. D'ailleurs, en parlant de Et du record. coup, Désolé. vas-y, merde. ouais. Non, ok, Non, vas-y, vas-y. j'allais dire, en parlant de records américains, là, qui vont peut-être être battus, cette année, pour la première fois depuis l'histoire de la NBA, là, 74 ans, 75 ans, il y a moyen qu'on ait un meilleur scoreur de la NBA qui soit pas américain. Alors que ce soit Giannis ou Embiid, les deux, là, ils sont bien partis pour être meilleurs scoreurs sur la saison. Et c'est jamais arrivé, ça? Ouais, jamais arrivé. Genre, c'était que Ah des ouais Américains, sur toute l'histoire. C'est vrai? Ouais. Ouais. Bah attends, c'était qui l'année dernière? Curry. Et Bill? Ouais, Ah ouais, Curry. Ah bah ouais. Il y avait du Westbrook, du KD, tout ce que tu veux, mais il y a jamais eu de nom Ouais, Il y a jamais eu de meilleur scoreur, hein. C'est parce qu'ils sont élevés comme ça. Nowitzki, les Américains. Nowitzki, il a jamais fait ça? Non. Non. Ça me parle pas, en tout cas. Les années Nowitzki. Là, t'avais... Ouais, en même temps, ouais, vu qu'il y avait dans les années Nowitzki. Grady, frère, accroche-toi. C'est clair. Bon, on a beaucoup parlé de Rudy Gobert, on n'a pas beaucoup parlé de l'équipe au global du Jazz, mais je pense que du coup j'ai compris le point de vue d'Edwin. Ça va pas forcément. Là, ça performe mieux. Il y a eu un passage à vide un peu justement. Bah, il y avait pas Rudy, il y avait pas Mitchell, c'était un peu compliqué. Ça va mieux. Mais par contre, est-ce que vous y croyez pour les playoffs là, pour la fin de saison, pour les playoffs, ça a choc en 2020, Non, choc en 2021. Clairement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour moi, c'est la plus grosse déception le Jazz. Bon, après, peut-être pas toi, Edwin, vu que mais franchement, l'équipe, elle était quand même, elle est restée la même base. L'année dernière, ça tournait plutôt pas mal. Moi, je me suis dit, bon, ils sont restés pareils, un peu comme les Suns. Pour moi, ça peut aller en finale de conférence facilement. Et bon, finalement, bon, ça peut toujours aller, attention. Mais Non, finale de conférence, qu'est-ce que tu me dis là? ah ouais, moi, franchement, je les voyais en finale de conférence, ouais. Ouais, à la base, plus maintenant. On est d'accord. Moi aussi, Non, plus maintenant, non. je rêvais à des trucs comme ça. Mais maintenant, pour moi, ça fera un tour à la rigueur, tu vois. Et encore, ça dépend contre qui ça va tomber en face. Ouais. Moi, en fait, les gens, ils ont voulu être... Moi, c'est l'analyse que je fais de ces dernières années de la NBA. Les gens ont vu le modèle de Golden State, un peu comme à l'époque quand LeBron a pris le contrôle de la NBA et qu'il était un peu tout seul. Tout le monde voulait avoir sa star. Allez, on va lui donner tous les ballons. C'est pour ça que, par exemple, New York, ils ont trade les 3/4 de leur équipe alors qu'ils avaient une bonne équipe, qu'ils ont pris Carmelo. Enfin, tout le monde, c'était la tendance. Après, Golden State, comment il s'appelle? LeBron est allé à Miami. De faire des teams de superstars, ça, c'est devenu la tendance. Après, Golden State est arrivé. Les gens ont été obsédés par shooter à 3 points. Sauf que, il n'y a pas que ça dans le jeu de Golden State. Il y a beaucoup de paniers faciles. Et de coupes, de jeux sans ballon, énormément, il y a plein d'autres choses. C'est pas que des mecs qui balancent la balle à 3 points. Des grands porteurs aussi. Qui essayent de jouer sur ce format, en étant moins forte, de balancer plein de 3 points sans vraiment, genre moi c'est l'effet qu'elle me donne cette équipe de Utah quand je la vois jouer. Ouais, je trouve pas qu'il y ait un jeu de ouf, et je trouve qu'ils balancent à 3 points comme jamais. Alors ouais, quand ils mettent dedans, ils sont redoutables en saison régulière, mais quand ça commence à être un peu plus compliqué en playoff, et que je trouve qu'ils ont pas de fond de jeu. Je te le dis honnêtement, je trouve qu'ils jouent pas. Les stats te donnent Je raison. trouve pas que Mike Conley c'est un meneur de ouf dans sa façon de faire jouer les autres. Et voilà, je trouve qu'ils balancent, ils ont plein de joueurs qui sont des bons shooters. Mais Mitchell, il a beaucoup la gonfle en fait. Conley, c'est un super joueur. Bon, il est vieillissant maintenant, mais après, je trouve que c'est quand même Mitchell qui satellite un peu le jeu, tu vois. Et au final, je trouvais que ça jouait mieux l'année dernière parce que justement, il y avait un peu de jeu sans ballon, tout ça, ça bougeait pas mal. Et là, j'ai l'impression que cette année, je les ai vu jouer quelques fois. C'est toujours du bloc poste haut où tu laisses la balle à Mitchell ou à Clarkson et il fait ce qu'il doit faire. Et si ça marche pas, il lâche le ballon à Bogdanovic. Et c'est un peu nul en fait. La perte de Ingles, énorme. Aussi, c'est vrai. Après, il était blessé malheureusement. Ouais, non, mais les mecs Joe Ingles là, c'est autre chose. Il comprend le basket, c'est un bon, il va faire tout ce que
il va te donner du spacing, il va couper dans les bons espaces, il va te libérer des trucs, c'est un bon défenseur, tu peux le faire jouer plusieurs postes, il met ses shoots ouverts, il perd pas la balle, il est bon passeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est le glue guy. Mais exactement. Et même Donovan Mitchell, au final, les Jazz, ils ont jamais été aussi bons que lorsqu'ils avaient Rubio à la main. bah oui. Et tu vois, Mike Conley, ouais, il est scoreur, il est bon défenseur, il a des super finitions des deux mains et tout. Mais je sais pas, je trouve pas qu'il y ait un lien, tu vois, entre les joueurs. Tu vois ce que je veux te dire? Ils jouent chacun leur match, chacun de leur côté. Des fois, ça prend en tant qu'équipe, mais je trouve pas qu'il y ait un lien particulier, tu vois. Quand Jordan Clarkson, il sort du banc, c'est pareil, Jordan Clarkson, c'est un mec qui joue le 1 contre 1 avec abondance. Tu vas voir qu'en playoff, c'est un mec comme Jamal Crawford, comme ces mecs-là. En playoff, il aura jamais un bon rendement. Il va toujours disparaître en playoff. Parce qu'en playoff, on va venir le doubler, on va avoir scouté les trucs, on va pas le laisser jouer le même nombre de 1 contre 1, on va pas le laisser, vas-y, on va voir si t'es capable de faire les bons choix, alors que toute l'année, tu les as pas fait. Et ça, le nombre de 6e homme qui est capable, justement, c'est là où Ginobili, il était hyper fort, parce que les Clarkson, les Jamal Crawford, les Lou Williams, vous avez vu performer quand en playoff? Ah ouais. Les Montrezl Harrell, les Dennis Schroeder, les trucs. Tu les as vus quand bien jouer en playoff? Jamais. Ouais, c'est des joueurs un peu uniformes en fait. Parce qu'ils jouent dans l'année contre. En fait, c'est des joueurs qui pourraient être éventuellement dans un 5 quelque part et ils jouent contre les remplaçants de toutes les équipes. Mais quand les rotations elles se referment en playoff et qu'en fait il y a tout le temps des starters et le 6e homme ou le 7e, et tu joues contre une compétition qui est bien meilleure. Et là, t'as plus du tout le même rendement. Et Jordan Clarkson, tu vas voir, cette année encore, ça va être pareil. Au moment des playoffs va commencer, il va disparaître. Donc, le Jazz, il va disparaître en playoff. Bah ouais, mais c'est vrai, c'est tout le temps ça. Et en plus, Rudy, il se tire une balle dans le pied parce que tous les ans, il me dit, ouais, cette année, tu vas voir, machin, en playoff. Il l'annonce partout, ouais, vous allez voir, on parle mal du Jazz et tout. Allez, tous les ans, vous nous faites le même coup. Donc on y croit pas. Aurel, t'es du même avis, je suppose. Ouais, non, je les vois pas passer un tour. Même pas passer un tour. Non. Wow. Un tour, oh. Si, moi, je l'ai pas passé un tour quand même, abuse pas. Je vais pas me fâcher avec mon gars, je l'ai pas passé. Quand même, il a déjà assez T'es en balancé. contact avec Rudy? Ouais. On se parle. En plus, la personne qui est souvent avec lui, là, qui l'aide pour ces choses de tous les jours, c'est un très bon ami à moi, donc, ouais, on est souvent en contact et, ouais, on se parle souvent. Après, pour l'instant, ça affronterait les Mavs, hein. Et les Mavs, oh là là, monsieur transition, pardon. Oh, la transition. Tu vois, genre, au niveau, les Mavs, au niveau match-up avec, 1 milliard de pick and roll avec, mais ils détruisent le Jazz. il peut switcher Rudy, mais il va switcher combien de fois? Il va switcher toutes les fois avec Doncic à chaque fois. Tape de qui? Il joue 1 contre 1 contre Doncic tout le temps. Soit il va prendre des Je fautes. vais déjà parier le match à 50 points, premier tour des playoffs de Doncic. C'est compliqué. Je te cache pas que c'est compliqué. Ah ouais, et puis en plus ça se trouve ils auront l'avantage du terrain le Dallas, puisque là en ce moment c'est roue libre de ouf, ça fait un peu la même dynamique, enfin ça fait même carrément, je crois qu'au niveau bilan ils ont exactement la même dynamique que Boston. Mais tu sais que moi, Jason Kidd, j'ai jamais compris pourquoi les équipes avant lui, elles avaient pas gardé. Tu regardes que ce soit New Jersey ou les Bucks, dès qu'il a été coach, avec des équipes qui étaient passables, honnêtement, ils sont devenus déjà directement une des meilleures défenses de la ligue, si tu regardes, que ce soit les Nets ou les Bucks, et il a toujours fait des saisons hyper correctes par rapport aux équipes qu'il avait. Bien mieux que certains coachs qui sont dans le circuit depuis hyper longtemps, qui sont... de comportement, non? Tu vois? Moi, on dit souvent que c'est un con et tout, que le mec est... Ouais, après, bon, horrible. au niveau gestion d'effectifs, il a souvent été critiqué. Il avait pas très bien réussi au début des Nets, il me semble, mais bon, il avait pas une belle équipe. Au moins qu'il avait pas commencé avec l'équipe Paul Pierce, KG, tout ça. Voilà. Mais oui, il les a coachés, hein. Il les a coachés une année, je crois. Ouais, il les a coachés, sûr. Mais Joe bon, Johnson. après, c'est un mec qui a été... Tu sais que ça, c'est un mec qu'on oublie beaucoup au niveau palmarès, quand on cite les meilleurs meneurs de l'histoire. Mais son palmarès, c'est complètement fou.
Bah après, ouais, au final, il a qu'un titre, mais pour moi, c'est celui qui a fait le parcours le plus fou en playoff, en amenant pas des Ouais. fifs, mais le mec, son lieutenant, c'était Kenyon Martin, quand même. Ok, je te donne un exemple. Personne met Jason Kidd au-dessus de Chris Paul. Alors pour moi, je prends Jason Kidd tous les jours. Moi, je le mets au-dessus, je pense. Je pense qu'il est au-dessus de Chris Paul, hein. Ouais. Qui- Moi, dans tous les cas, je mets Jason Kidd au-dessus de Steve Nash. Ça, c'est un fait. Je le mets au-dessus de Tony Parker. Ça, c'est un fait aussi. Et Chris Paul, ouais, je pense, après, tout dépend si Chris Paul va avoir une bague. Ah, tu mets Chris pas Paul Kidd avec au-dessus une bague, quand même. de Tony? Hein? Tu mets pas Kidd au-dessus de Tony Parker? Chris Paul au-dessus de Tony? Non. Non, Kidd, Jason Kidd. Kidd. Bah... Oh, attends, il met Tony top 1, maintenant. Non, top 1, non. Mais frère, on regarde le palmarès. Déjà, il y en a un qui a 4 bagues. Ok, il y en a un, il est 6 fois All-Star. On va dériver sur un nouveau débat. Ah, mais 6 fois All-Star. Moi, je me rappelle la finale de 2003 où Tony Parker, Jason Kidd, il a fait comme ça. Quoi? La finale de 2003, Jason Kidd, il le met dans sa poche à Tony Parker. Ouais, mais Tony Parker, il a 8 ans et demi. Il a 19 ans, abuse pas. T'as un an qu'il a NBA. Ah, c'est vrai, là, qu'il est pas à son prime. Finale perdue. Bref. Et après, comment ça s'appelle? MVP des finales. C'est vrai. L'autre finale qu'ils ont perdu, il aurait été MVP des finales aussi, si c'était pas pour Ray Allen, parce que cette année-là, il avait été incroyable aussi en finale. Donc, Cathy... Non, mais le débat est là. C'est un autre débat. On va t'inviter, on va faire en playoff un top débat. 10, je sais pas. Non, mais Jason, surtout qu'il a 10 fois All Defensive Team. 10 fois All-Star, 10 fois All Defensive Team. Eh, Edwin, c'est quoi, tu peux dire du mal de Tony Parker, il va pas regarder, il va pas regarder. Bon. Non, mais du coup, pour recentrer vers Dallas, les gars, vous croyez, là, on a un Dinwiddie qui revient très fort. J'ai dit même dynamique que Boston. Est-ce que ça peut aller chercher le top 4? Bon, le top 4 du Jazz, certainement, avec la dynamique qu'ils ont. Aurel, toi, pour... Moi, dans mes pronos HBA, là, je les ai mis 4e. Et franchement, je pense qu'ils ont grave, il y a grave moyen qu'ils aillent chercher la finale de conf. Ah ouais, tu trouves? Ouais, ils ont perdu. Après, hein. ça dépendra des match-ups aussi bon en match. demi, mais ça dépendra des match-ups en demi. C'est pareil, Dallas, c'est un peu une équipe de saison régulière. Ils sont portés par Doncic qui est incroyable, mais ça va être très dur pour eux de plus les matchs vont avancer, plus il va être fatigué. Alors ok, il va passer premier tour. Il y a trop un joueur qui les porte de façon genre trop. Il y a trop de différence. En fait, quand il y a trop de différence entre ton meilleur joueur et le second meilleur joueur, j'ai du mal à croire aux équipes, tu vois. Attends, parce que je me suis noté quand même, mais ils étaient meilleurs sur la saison régulière, mais je me suis quand même noté que la dernière fois qu'ils avaient une grosse défense comme ça et un Européen qui les portait en attaque, c'est 2011. Comment ça? Bah 2011, Ah oui, ils vont chercher les Mavs. Les Mavs, ouais. Ouais, mais t'avais Jason Terry, t'avais Jason Kidd. Ouais, Terry, c'était un des meilleurs shooters de la NBA à l'époque. Ouais, mais là, tu prends un Dinwiddie Dinwiddie, il est complètement fait en ce moment. T'avais c'est Kidd pas à le la même joueur, main. mais T'avais Chandler en protecteur de cercle. Pas du tout la même équipe. c'est une grosse équipe. Mais c'est ce que je te dis, c'est une T'as la grosse, barre, c'est une qui reste grosse un des équipe. meilleurs défenseurs au niveau meneur et un des meilleurs. Non, ça n'a rien à voir. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. Et puis tu peux pas comparer, désolé, hein, franchement, j'adore Doncic, mais tu peux pas comparer ce jerk-là avec Doncic. Et en plus, je te dis un truc, d'avoir un big, les bigs, sur le long terme, ils résistent tous tout le temps mieux, parce que Doncic, il va devoir porter la balle tout le temps. Dirk, il marche tout le terrain, il va se mettre dans son petit mid-post, il prend la balle, il joue juste sur un contre un. Il marche même pas, il boitait carrément. L'installation du jeu, tout ça, c'est pas lui qui a l'affaire, tu vois. Et il est tout le temps en finisseur, c'est un score. Doncic, non seulement il doit scorer 30 pour que les Mavs ils soient dans tous les matchs, mais en plus, il doit rendre tout le monde meilleur. Et ça, c'est un job que Dirk, il avait pas à faire, que c'était Jason Kidd qui le faisait. Et ça, c'est hyper difficile. D'être capable de scorer 30 tous les jours, et en plus de rendre les autres meilleurs. Même
le seul qui a réussi à ce niveau-là, c'est LeBron. À porter une équipe au scoring et en même temps à réussir. Parce que même Kobe, on lui demandait pas de s'occuper des autres joueurs. Hein. Va mettre tes 30 points, donne un peu la balle à chaque quand il râle, et c'est tout. Genre, on lui disait pas, faut que Rick Fox il joue bien, Jared Fisher aussi, genre, c'était pas son problème. Alors, Doncic, non seulement faut qu'il soit incroyable, mais faut que tous les autres, ils les fassent bien jouer. Et ça, c'est compliqué quand même. Et puis hier, on a quand même vu qu'il a galéré face à une bonne équipe. Bon, c'était pas l'ambiance des playoffs, mais je sens qu'il était quand même un peu seul. D'ailleurs, petite question pour vous, c'est qui le lieutenant chez les Mavs? Bronson. Ouais, Brunson et Brunson, franchement, depuis son arrivée, Dinwiddie, mais en plus, là, il a mis 2 buzzer beaters et tout. Brunson lieutenant, pour une équipe prétendante au titre, je sais pas, c'est un peu maigre. Même Dinwiddie, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Même Jim Hardaway Junior. On a jamais dit. Attention, hein, c'est des bons joueurs. Hein, si, moi, je l'ai dit. Dinwiddie et Hardaway, c'est pas des bons joueurs, c'est des super bons joueurs de complément et tout. Mais c'est vrai que si tu regardes tous les autres équipes qui sont en playoff, et que tu prends le second meilleur joueur, bah t'as pas plus faible que Dinwiddie et Brunson. Si tu prends tous les équipes qu'on a citées là qui sont en playoff, le deuxième meilleur joueur dans toutes les équipes, il est plus fort que Dinwiddie, et même une équipe comme Utah auquel on croit pas, un mec comme Clarkson, c'est à peu près le même niveau, et le gars il sort du banc, tu vois, c'est leur 6e. Donc pour ça, Dallas, c'est vrai que ça classe un homme quand même. Doncic, c'est vraiment un joueur. Il est candidat MVP. Exceptionnel. Non, je sais pas. Candidat MVP, oui, candidat MVP, mais parce que juste derrière les 3 gros. Il est juste derrière les 3 gros. Il y a MVP, non, parce que peut-être qu'il est un peu loin et qu'il a fait un mauvais début de saison, mais bon, pour moi, c'est sûr que, je l'avais mis MVP, moi, sur NBA, j'avais dit que c'était lui le MVP, mais bon, et puis il peut l'avoir quand il veut. Ouais, je pense que l'année prochaine, s'il commence la saison bien in shape et tout, il va faire avec le temps aussi ça, il va prendre mieux soin de son corps. Tu sais, les gens, ils oublient qu'il est encore jeune et qui des fois, ils pensent un peu comme un jeune, tu vois. Le mec, il a que 22 ans, bah, il s'amuse l'été aussi, tu vois. Genre, il n'a jamais eu vraiment, le truc. Quand tu vas être un peu plus en forme, tu vas prendre un peu plus soin de son corps. Il a dit, hein, il avait porté quand même la Slovénie, après il a eu un peu de temps, il a dit j'ai profité, voilà. Oui, il y a ça, il y a aussi le... Et puis là, on les compare à plein de mecs, mais dans la conférence Ouest, tous les mecs là, avec qui il est en concurrence, ils sont beaucoup plus âgés que lui. Si tu prends les scores de son âge, il est en avance incroyable sur toute la génération qui a son âge. Parce que là, il se bat contre, les LeBron, les Steph Curry, mais ces mecs-là, au max 5 ans. Mais tu te rends compte, 5 ans, Doncic, il aura 26 ans. 26, 27. Ouais, là, faut le comparer avec Morant, avec Tatum, avec Trae Young. Curry Harden. Ouais, mais tu vois, dans la conférence Ouest, il a qui? Embêté, dans la conférence Ouest? Ouais, ben Morant. Morant. Mais même au-delà du fait que, entre guillemets, il était pas en forme au début de saison, je sais qu'Aurel il aime bien ça, mais le bilan de Dallas, en vrai, il est meilleur que celui de Philly ou de Milwaukee, tu vois. Donc c'est juste parce qu'ils sont 5e, 4e. S'ils sont top 3, je pense qu'il est tous les jours dans la conversation MVP, Doncic, hein, sans ouais, c'est vrai que c'est vrai, Après aussi, ça, c'est un truc c'est l'effet public. Parce que quand on disait il était pas bien, il avait des pourcentages qui étaient pas terribles, mais il a jamais tourné en dessous de 27 et 7. Genre, on fait comme si le mec jouait hyper mal, il a des stats dont tout le monde rêve, même quand il joue mal. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a plein de personnes qui rêveraient d'avoir ces stats, alors que genre, il était pas en forme et tout, et il tournait à 25, 8 et 8, genre, un truc comme ça. Oui, même au-delà des stats, Doncic, c'est un top 3, voire top 2 meilleur meneur de la ligue actuellement. Ouais, bah oui. Pas large. Ouais. Voire top 1. Bon, du coup, vous croyez pas trop en Dallas, de ce que j'ai compris sur la fin de saison Moi, j'y crois dans le sens qu'ils vont aller le plus loin possible. Mais au bout d'un moment, ils vont être arrêtés par ils s'arrêteront pas battus par une équipe plus faible qu'eux. Mais au bout d'un moment, ils vont juste être trop justes, quoi. Au niveau de ce qu'il y a en face d'eux, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont juste être trop justes. Ils vont pas démériter, mais ils vont être trop justes. Ouais, il y a des grosses équipes, hein, quand même. D'accord avec ça. On s'en moque un peu. On continue avec un autre mec qui est potentiel MVP, un autre Européen très très fort,
On va parler des Nuggets qui ne sont pas sous-estimés. Pareil, bonne dynamique. Ils sont un peu proches du play-in puisqu'ils sont à un match d'écart avec les Wolves qui, même si vous y croyez pas, ils sont quand même plutôt bons en ce moment. Avec Murray et MPJ qui sont censés revenir bientôt, mais j'ai lu là tout à l'heure en préparant le truc que Mike Malone il était prudent, qu'il voulait pas trop les jeter directement dans la fosse au lion. Du coup, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on y croit aux Nuggets? Est-ce que ça joue bien? Ça joue pas assez bien? C'est pas assez entouré? Il y a trop de blessés? C'est compliqué aussi cette saison des Nuggets. Ouais, et puis moi, honnêtement, je serais eux. Cette année, tu vas pas jouer pour le titre, tu vas galérer. Moi, je les ferais pas revenir, Jamal Murray et Porter. Je finirais l'année avec ce que j'ai. Ça me laisserait voir si un mec comme Bones Highland, tu vois, qui a fait des bonnes sorties en ce moment, il peut, tu vois, dans des moments chauds et tout, être un joueur sur lequel on peut compter. Et l'année prochaine. Mais là, dans l'état actuel des choses, même admettons que Jamal Murray revienne, on surestime on sous-estime le travail qu'il faut et ne pas jouer pendant un an, que ce soit blessure ou contractuel ou tout ce que tu veux, et revenir comme ça en play-off. Et les meilleurs joueurs du monde, c'est les meilleurs joueurs du monde parce que ils ont une routine, parce qu'ils font ça tous les jours, parce qu'ils sont habitués, parce que ils arrêtent jamais de travailler. Ne pas jouer, ne pas avoir le rythme, surtout pour un shooter comme Jamal Murray. Après, il y a des exceptions qui confirment la règle. Il peut revenir et tout mettre, mais c'est dur. Ouais, mais on le voit. Pas sûr que ça serait une plus-value énorme. En défense, ça va être compliqué parce que tu vas manquer de cardio, tu vas manquer de rythme de jeu. Je pense qu'ils vont être parfaitement avec Klay Thompson. Le retour, ouais, tu vois, ça met du temps à revenir vraiment à ton haut niveau. Et tu vois, c'est même quand il met 35, tu vois, deux matchs plus tard, il va être beaucoup moins bien. Tu vas le voir, il va être beaucoup plus fatigué. C'est aussi ça en fait la performance. C'est que, par exemple, je te donne un mec Siddiq Bey, il a mis 50 points il y a pas longtemps. Il y a plein de mecs qui périodiquement ou un jour font le match de leur vie. Mais c'est ça la différence entre une superstar. Les mecs le font tous les soirs. Et Jamal Murray qui est un All-Star quand il est en forme, bah là il va pas pouvoir avoir le même rendement, tu vois. Jouer tous les 2 jours avec des placements comme ça en sortie de, c'est dur. Avec 10 matchs dans les jambes, même s'il revenait au prochain match là, c'est trop court. Donc ouais, moi, c'est court. Denver, ouais, parce que Jokic il peut être incroyable, mais je pense que ça passe. Si ça se qualifie, ça passe un tour et après compliqué. Même s'ils sont sur une bonne dynamique. Même contre les Mavs. Après, contre les Mavs, c'est pas une bonne match-up pour les Mavs. Ouais. Jokic, je pense que c'est pas un bon match-up pour personne. Ouais, et tu vois par exemple contre Philly, parce que les gens ils ont dit clairement ils ont gagné, mais Embiid il a dominé outrageusement Jokic. C'est pas Jokic qui gagne le match. Quand il était sur le banc dans le troisième quart-temps, ils sont à -10 et Highlands il prend feu, il en fout 20 entre le troisième et quatrième et Jokic il rentre à la fin, il fait quelques plays, mais c'est pas grâce à Jokic qu'ils ont gagné le match, c'est Bones Highland qui a débloqué le truc. Donc tu vois, il y a des match-ups quand même, il peut avoir des mecs en face de lui qui peuvent le gêner beaucoup plus que, tu vois, par exemple, il aime pas jouer Draymond Green, qui est bas dans ses appuis, qu'il a du mal. L'autre jour contre Golden State, Kevin Looney, il a défendu contre Jokic, je sais pas si vous avez vu le match, mais c'était un art. Ouais, il est bon, hein, Looney. Mais Looney, ouais, il est sous-estimé. La défense dans le poste, il est incroyable. Ouais. Il a des fois sur les les Monty Morris, tout ça, là, c'est, ouais. Mais ouais, un peu juste. Denver, un peu juste quand même. Un peu juste, ouais, pareil. Ouais, ils ont des bons soldats autour d'un joueur incroyable, mais bon, ça fait un peu penser à Dallas, finalement. C'est ce que je te dis, c'est exactement la même chose. Genre, ton second joueur meilleur, enfin, le meilleur second joueur de ton équipe. Il est pas second et troisième aussi, hein. Ouais. Le second meilleur joueur de l'équipe, c'est qui pour vous? Aaron Gordon? Ouais, c'est Aaron Gordon. Oui. Ah, là, actuellement? Ouais, Jamal Murray, oui. Là, actuellement, parce que Jamal Murray, il est blessé.
C'est Aaron C'est-à-dire Gordon, le mais deuxième élément ou offensivement? Enfin, le deuxième meilleur joueur. le Ouais, deuxième meilleur c'est le joueur. joueur le plus important pour toi dans l'équipe de Denver à part Jokic. Le deuxième. Ouais, peut-être Aaron Gordon, je dirais. Ouais, tu vois. Et Mais franchement, déjà ça que fait t'es pas pas un rêver. mec qui sort du lot déjà, c'est un Ouais. problème, tu vois. Ouais. Ouais, c'est même devenu un role player, Aaron Gordon. C'est même plus. Ah ouais, c'est Ouais, il avec coupe. sa coupe Tahiti Bob. Ouais, il coupe dans le dos, il fait des trucs comme ça, il sert de ses qualités athlétiques, mais voilà, tu peux pas lui donner la balle et lui dire vas-y, mets 2 Non. points. Donc, ça c'est compliqué en fait, trouver d'autres sources pour générer de l'attaque en playoff, ça pour toutes les équipes c'est compliqué. Monte Morris, il est pas mal aussi, j'aime bien. Ouais, c'est un Bah, joueur ils ont une sûr, bonne petite et équipe. il met dedans, il défend bien, mais c'est un soldat. C'est pas un, t'as un général, il te faut un lieutenant, tu vois. Et après, t'as tes soldats. Il te faut des bons soldats, mais il te faut plus que juste un général. Parce que, Bah, ils ont que des bons soldats. Aurel, t'es plutôt d'accord, je suppose? Par rapport à quoi, pardon. Bah, la mouvance de, je sais pas si c'est le bon mot, mais les Nuggets, comment ça va se passer la fin de saison, les playoffs, je suppose que tu crois pas non plus énormément. C'est dommage avec les bonnes saisons qu'ils nous avaient montrées dernièrement, Ouais. mais les blessures, hein. bah après, ouais. Après, moi, je trouve que les équipes, elles prennent des risques considérables. Ça, ouais. Moi, le contrat de Michael Porter Jr., un mec qui s'est déjà fait opérer du dos. Ouais. Le dos, c'est quand même un truc hyper récurrent. Une fois que tu fais opérer du dos une fois qu'on a touché à ton dos une fois, surtout quand c'est soit une hernie discale, soit cartilagineux, à 20 ans, quand il est arrivé de la draft, Okay, et que là, la deuxième fois, tu lui as déjà garanti 120 millions, je sais pas, hein. Je pense qu'ils vont le regretter, ce contrat, moi. Ah ouais, tu t'es pas positif sur les prochaines années pour MPJ? Ouais, c'est beaucoup d'argent. Moi, tous les mecs qui ont commencé à avoir des blessures au dos, je prends le dernier en date, enfin, celui qui m'a le plus marqué, c'est T-Mac. Quand ton dos, il commence, tu vois Larry Bird, comment il était en haut, il a commencé à avoir des problèmes de dos, boum, déjà, tu prends un step complètement. T-Mac, c'est pareil, dès qu'il a commencé à avoir ses problèmes de dos, il est passé d'être un des meilleurs joueurs de la ligue à Houston. Ah, boum, le dos, ça Dwight part. Howard aussi, hein. Dwight Howard. Après, Dwight Howard, il est quand même bien revenu, hein, parce que moi, Ouais, je il est pense bien revenu, c'est vrai. Il a perdu beaucoup de poids. Après, il a plus le même rôle parce que la NBA, elle a changé, mais physiquement, il est revenu quand même. Tu vois, à 35 ans, ce qu'il est encore capable de faire au niveau de saut, déplacer et tout. Mais, je sais pas, Michael Porter Jr., déjà, rien que s'il était en pleine forme, de lui avoir garanti autant d'argent, je trouve que c'est un joueur qui a peu prouvé quand même, qui a eu des flashs incroyables de talent, mais qui est quand même pas très, c'est pas un Tatum quand même. Tatum, tu vois, il t'avait prouvé quand même sur 40-50 matchs que tous les matchs il est présent. Je trouve que Ah ouais, Porter, c'est un peu le même profil en plus, hein. Porter Junior, c'est vraiment, tu dis, ouais, il est hyper talentueux, mais allez, il va me trouver, allez, 30 matchs où vraiment il domine, pas plus que ça. Après, il y a le côté, c'est un petit marché, ils sont obligés de surpayer leurs joueurs un peu. Ouais, pour qu'il reste. Ouais, mais ça, franchement, moi je trouve que tout ça c'est contextuel parce que quand t'as le MVP de la ligue, super bon passeur, Denver c'est pas non plus un endroit dégueulasse, genre il y a de la nature, le Colorado au niveau des taxes, c'est plutôt pas mal pour les joueurs d'aller jouer là-bas parce que Ah je sais ouais, pas j'en en parlais. parler. Et genre tu vas attirer du monde pour jouer avec Jokic, tu peux. Genre je te dis pas que tu vas peut-être avoir un LeBron ou tout comme ça, mais je pense que pour 120 millions, tu peux attirer un mec qui est déjà plus confirmé que Michael Porter Jr. Je suis désolé, mais enfin je sais pas, moi je trouve que c'est un peu risqué les années de MVP de Jokic. Parce que tu sais pas ce que tu vas avoir. Tu paries sur le futur, mais c'est loin d'être une valeur sûre, quoi. Ouais. Bon, du coup, on n'y croit pas trop pour les Nuggets. On va Non. parler un peu du play-in, du coup, comme de l'autre Parlons du côté. play-in. Et le play-in, il est un peu plus drôle Ouais. que à l'Est. le play-in. Ça va être quelque chose. Je sais pas, moi. Non? Bon, Wolves, Clippers. Je suppose que on est tous d'accord. Les Clippers qui font une magnifique saison, alors qu'ils n'ont pas leurs 2 meilleurs joueurs, même leurs 3 meilleurs joueurs, parce qu'il y a Norman Powell qui est arrivé et qui a joué genre 3 matchs.
Ah, c'est vrai, ça. Il est blessé, Norman Powell? Ouais, il a joué. Je sais pas, j'ai pas noté, mais Norman Powell joue pas. Et pareil, je suis allé vérifier un peu ce qui se disait. A priori, Paul George pourrait revenir, mais c'est vraiment pas sûr. Kawhi, pas du tout. En vrai, si tu y penses là, tu prends Reggie Jackson en 1, Norman Powell en 2, Elle est exceptionnelle. Paul George en 3, et Kawhi en 4, et tu mets Zubac en 5. Ouais, Halsey, c'est ouf. Comme je disais, hein, ce qui revenait bien tous avec Attaque et ça Norman Powell, c'est un gros fit. parce que Powell attaque et défense, et les deux autres zouaves, Kawhi et Paul George, c'est pareil. Après, tu vois, ça c'est un autre problème aussi, je trouve que t'as pas un liant. Tu vois, c'est pareil. Tu vois, par exemple, Kawhi, c'était le mec qui a fait passer Toronto au-dessus, tu vois, genre au niveau de quand ils ont gagné. Mais sans Kyle Lowry, ils auraient pas gagné le titre. Bah, justement, tu vois, c'est pour ça que pour moi, tu peux pas faire jouer ces 5 là ensemble, parce que Reggie Jackson, ça peut pas jouer sans ballon, ça croque beaucoup. Mais si tu mets, par exemple, tu arrives à trouver un autre meneur qui défend, qui fait un peu le sale boulot, tu vois, et tu mets Reggie Jackson en sortie de banc, ça fait une équipe, pour moi, c'est calibré pour le titre, ouais. C'est calibré pour le titre, je suis d'accord. Et à part Robert Covington, ils sont tous sous contrat pour l'année prochaine. Donc, ouais, c'est ça. Ce sera l'année prochaine pour les Clippers, malheureusement. Moi, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui tremblaient, hein. En voyant Norman Powell aller aux Clippers, il y en a beaucoup qui tremblaient en se disant, si les deux larrons, là, ils reviennent. Ouais, c'est clair. Après, moi, il y a un truc chez Kawhi, quand même, je le trouve l'opposé d'un leader, quand même. Je le trouve... Il est... Ouais, sa carrière, c'est tellement un gâchis, je trouve, c'est horrible. Mais ouais, ça dit. Ouais, je dirais pas un gâchis, mais genre, c'est vrai que... Après, je sais pas, moi je fais toujours le parallèle avec Tim Duncan. C'est pas des mecs qui ont énormément de charisme. Mais bon, après, quand tu les mets sur un terrain, c'est... Alors, attention, c'est pas du tout le même, parce que moi, pour avoir rencontré Tim Duncan en vrai, genre, je peux te dire que ce soit dans les vestiaires, que dans la vie du groupe, alors ouais, il s'exprime pas pour dire tout et n'importe quoi, mais genre par exemple, ou truc comme ça, ou même, il allait rassembler les joueurs de son équipe tout le temps chez lui, faire des dîners, faire des, tu vois, des trucs comme ça. C'est pas... Tu vois, c'est une autre forme de leadership. En fait, si tu veux, pendant le match, il a pas besoin de trop de parler parce qu'il a déjà parlé toute la semaine ou montré l'exemple toute la semaine ou truc comme ça. Kawhi, je le trouve vraiment détaché de ses équipes, quoi. Genre, je fais mon truc, entre guillemets, j'ai produit ce que je devais produire, genre, me cassez pas la tête, si on gagne, très bien, si on gagne pas, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas de ma faute. Il a pas ce truc, Ouais, et puis gâchis dans le sens même dans les équipes où il a été, genre, où c'était le meilleur joueur, c'était pas le leader. Tu vois? Oui, parce que voilà, bah après, c'est toujours pareil, t'as toujours un leader vocal et un leader sur le terrain. Après, le leader vocal à Toronto, c'est sûr que c'était Kyle Lowry pour moi. Kyle Lowry ou je sais pas qui d'autre, peut-être pas Siakam, mais après, voilà, après, quand tu lui donnes le ballon, tu sais que dans tous les cas, il va faire quelque chose de bien. Moi, c'est le meilleur soldat c'est comme si un général, il envoyait un de ses missiles le tuer. Ouais, c'est un tueur d'élite. Mais, une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, voilà, il va pas emporter des mecs dans son mercenaire. C'est pas, tu vois. Ça, c'est Kyle Lowry qui le faisait. En fait, Kawhi Leonard, il a pris la place de Mar DeRozan. Tu vois ce que je veux dire? Et là, cette année, c'est pareil. Tu vas voir qu'ils ont passé un cap, Miami, au niveau de la culture, au niveau, c'est des petits trucs, tu vois, il prend des passages en force, Kyle Lowry, il va être le premier à se jeter sur les ballons, il va être le premier. C'est des petits trucs comme ça, tu vois. Kawhi le fait, mais moi, ce qui me dérange plus dans Kawhi Leonard, c'est son langage non verbal, tu vois. Bon, après, il parle pas beaucoup, donc, mais ça s'est déjà vu, tu vois, par exemple, lorsque Paul George rate un shoot, où il le regarde un peu de travers, ou tu vois, il est pas, pour moi, c'est pas un robot, ça. Il a pas quelque chose de collectif, en fait. Tu vois, il est dans son côté, toujours comme ça, droupi, regard blessé. Ok, admettons, il est blessé. Et là, déjà, il est dans la deuxième partie de sa rééducation. Là, il doit rejouer, il doit ressauter, faire des trucs. Le seul truc qu'il doit pas faire, c'est du contact, ok? Moi, sur les 2 dernières années, j'ai été blessé. Je venais au match, et genre, t'es un des meilleurs joueurs de ton équipe, tu vas parler aux mecs, tu vois même KD, Kyrie,
qui sont pas, ils viennent, ils donnent des instructions aux jeunes, tu les vois actifs sur le banc. Genre Kawhi, tu le vois assis au fin fond du banc, souvent il est en train de bouffer des trucs ou il est sur son téléphone, genre t'as l'impression qu'il en a rien à foutre quoi, il est là parce que je suis obligé, mais genre ça me fait chier quoi. Genre, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu Kawhi. Il vient au match au moins? ouais, c'est ce que je te dis. Ouais, il est imposé, ouais. Voilà, genre moi si je peux à pas... mon avis, c'est parce qu'il impose dans le contrat, sinon il vient même pas, il s'en bat les couilles. Ouais, c'est ce que je te dis. Genre, lui, c'est pas... Même si il y a plein de façons d'être un leader, genre même si tu joues pas, tu peux venir être là pour ton équipe, tu peux être vocal, tu peux donner des conseils, puis même genre d'avoir ta star à côté de toi, genre ça fait du bien au mec, ça les rassure, tout ce que tu veux. Genre lui, t'as vraiment l'impression genre que ouais, il s'en fout quoi, tu sais genre hey, moi je suis là pour un truc, on me paye pour faire ça, si je peux pas le faire, ça sert à rien que je vienne. Après c'est ça. On dirait que c'est pas sa priorité le basket en fait. Ouais, genre des fois il est ouais, il est absent. Ouais, il est absent, genre Après il a un parcours de vie qui est spécial quand même, je te cache pas. C'est clair. Pour finir avec le play-in de l'Ouest, on va parler un peu des Lakers et des Pels, puisque évidemment Lakers catastrophique cette année. Le meilleur pour pareil, la fin. Retour probable d'Anthony Davis, mais c'est un peu Vas-y, m'a saoulé. Le calendrier des Lakers en plus c'est complètement affolant. C'est bien, ça a gagné face à Toronto hier, mais est-ce que vous pensez que les Lakers vont sortir du play-in? Parce que concrètement, si Anthony Davis revient, je vois pas qui peut stopper cette équipe de superstars entre guillemets. Même les Pels qui sont dans une bonne dynamique aussi, avec Zion qui est revenu. Je pense qu'ils sortiront du play-in parce que sûrement LeBron, genre il va pouvoir il est plus capable de le faire sur toute une saison. Mais là on a encore vu, tu vois, des fois quand il décide de passer l'accélérateur, même là contre les Raptors, il les garde dans le match à la fin, il met un 3 points, plus un truc, plus un rebond offensif, plus... Alors il a plus à 37 ans cette capacité à le faire, genre quand ils ont des back-to-back ou tous les 2-3 jours. Mais sur un match, s'il a vraiment envie, il en met 50 et il passe. Genre, surtout contre des équipes faibles comme les Pels ou je sais pas quoi. Donc pour moi, ils peuvent passer. Après, moi, genre c'est juste genre la direction, genre je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Je te jure. Passer avec Westbrook et tout. Ouais, tout, genre que tu veux pas que tu veux pas Norton Tucker. Que tu veux pas donner 80 millions à Caruso. OK, ça se respecte. OK, pas de problème. Tu veux pas signer Kyle Kuzma non plus. Au passage, je sais pas pourquoi tout le monde le taillait. Moi, je trouvais qu'il faisait des efforts, qu'il commençait à devenir un vrai joueur. Et là, cette année, moi, je le vois. Il y a pas beaucoup de mecs de sa taille qui sont capables de faire ce qu'ils font. Et moi, je pense qu'au final, Kyle Kuzma, dans 2-3 ans, ça va être un vrai joueur qui va être capable de shooter à 3 points, de mettre un peu la balle par terre, d'avoir beaucoup moins de déchets. Alors, OK, on va me dire, c'est pas une grande équipe. Mais tu vois, cette année, c'est 17-7. Kyle Kuzma. Ah ouais. Genre, même de l'autre côté du terrain, hein, il a une grande envergure, il est grand, il est mobile. Donc tu veux pas re-signer tous ces mecs-là, mais tu vas chercher Kendrick Nunn pour lui donner 10 millions. Alors que le mec il est blessé, tu signes Horton Tucker, moi je le trouve horrible ce joueur, à 9 millions par an. Mais vous faites quoi en fait? Genre je comprends pas en fait. Honnêtement. C'est LeBron qui décide. Ça me choque. 10 millions par an pour Kendrick Nunn. Apparemment, il est sorti un truc, là, il y a une histoire comme quoi LeBron, à la base, il voulait DeRozan, et que c'est Pelinka qui a refusé, en disant que Westbrook pouvait venir. Mais non, mais Westbrook, c'est pas un bon fit. Quand ils ont signé Westbrook, j'ai dit à tout moment, oh là, ça va être une catastrophe. Ils m'ont dit, ouais, pourquoi? Parce que Westbrook, il sait pas jouer autrement que d'avoir la balle 20 secondes dans ses mains, et là, il doit la donner à LeBron. Qu'est-ce qu'il va faire? En spot-up, il est dégueulasse, il coupe pas sans la balle, il veut pas jouer sans la balle, qu'est-ce qu'il va faire? Mais moi, ce qui me dérange encore plus, hein, avec toutes ces qualités athlétiques et tout, au-delà de ses pourcentages de tir, parce que ça a jamais été, moi, je trouve sa défense, c'est juste ridicule. Oh là là. Ouais, pour un mec aussi athlétique, c'est genre juste, genre, tu fais aucun effort. Genre, de dire, ouais, je joue dur, tout ça, machin, ok. Pour les qualités athlétiques que t'as, tu pourrais être bien plus utile à ton équipe. Je suis désolé, défensivement, tu pourrais être le stopper. Si vraiment tu voulais te mettre dans la mentalité de, ok, j'ai plus le même rôle, mais je peux me rendre utile pour mon équipe. Il y a plein de trucs que tu pourrais faire au-delà de scorer et tu les fais pas. Je suis désolé. Non, ouais, tu peux pas mettre Westbrook et défense dans la même phrase. Défense, c'est juste,
Le mec, des fois, il regarde la balle pendant 3 secondes, son mec, il est sous le panier, il l'a pas vu. Genre, c'est des trucs, genre, c'est, pour ce niveau, un mec dont tu parles, ça va être Hall of Fame et tout. Il y a des actions, c'est risible. Genre, là, contre Minnesota, il arrive à 3 points. Patrick Beverley, il est sous le cercle. Sous le cercle avec LeBron, il essaye de lui donner la balle. Ouais, Interception. Bah non, C'est pas toi qui disais que Westbrook c'était le plus mauvais des très bons joueurs? Ouais, de loin. Ouais. J'ai bien aimé ça. Ah ouais, c'est le meilleur, pire joueur de la NBA. Il fait aucune lecture. Donc quand il allait beaucoup plus vite que tout le monde, ça va. Il ne fait aucune lecture. Il arrive 1 contre 4, il baisse sa tête, il rentre dans les mecs. Non mais c'est du basket que les gens ils aiment, ils mettent des dingues, il a la rage et tout. Ouais, mais évidemment tu peux pas être meneur de jeu et jamais penser à ce que tu fais. Genre c'est juste pas possible. Dernièrement, j'ai un peu d'empathie pour lui quand même, parce que se faire charrier par Beverly et par Karl Anthony Towns, ça me chatouille les pieds un peu. Moi, pas du tout. Ah ouais? Tu sais pourquoi? Ah, il fait trop le mal, Karl Anthony Towns. Je l'aimais bien, là, il me déçoit. Mais Russ, il aime bien trash talk aussi. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai que toujours il faisait des trucs comme ça. Ouais. When you wanna give it, you have to take it. Ah. Genre, t'es là. Oh, c'était le roi du trash talk, que ce soit avec Dame Lillard, que ce soit avec truc, il manquait pas une occasion, t'es trop petit, ouais, c'est vrai. Tu récoltes ce que tu sais. Ça a commencé il y a des années. Donc, les gens qui disent, ouais, c'est pas classe et tout. Lui, il se gêne pas quand, il met mal un mec à parler, à tac, you can't guard me, ceci, cela, tout ce que tu veux. Bah, ok, bah, quand tu fais des airballs à 4 mètres du cercle, bah, les mecs, ils vont talk trash aussi. Genre, c'est comme ça. Alors, non, moi, j'ai empathie, non. Genre, c'est comme ça, c'est le jeu. Des fois, tu prends, des fois, tu donnes. Bah, là, il doit prendre. Ouais, là, il prend bien cher. Ouais, et c'est normal. Bon, en même temps, c'est normal, là, c'est le retour du bâton. Ouais. Après, jouer dans des petits marchés, hein. Jouer à OKC, pendant je sais pas combien de temps et tout. C'est pas pareil que jouer aux Lakers, hein. Ça, ah oui, là, on le voit. On te demande pas les mêmes choses, hein. À OKC, on te dit juste joue dur. Et c'est très bien, les gens, ils sont contents. Aux Lakers, ça suffit pas. On s'en fout que tu joues dur. Faut gagner des matchs, faut jouer intelligemment, faut produire du beau jeu pour que les gens ils aiment. Genre, il y a plein de trucs, hein. C'est un public beaucoup plus exigeant que de jouer à OKC, hein. D'ailleurs, là, bon, on est tous d'accord que là, la saison, elle est finie, elle est cuite, ils feront rien, c'est mort. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez pour la saison prochaine? Par exemple, un trade avec John Wall, entre Westbrook et John Wall, par exemple. Mais pourquoi? Il y aura pas ça. Ouais, c'est vraiment histoire de changer. Parce que ça fait très bien, parce qu'au final, ils sont dans la merde, les Lakers, avec le contrat de Westbrook. Mais moi, je le paye sur 40 ans, maintenant ils peuvent donner sur 35 ans. Je le coupe. Je te jure, les contrats NBA, quand tu les coupes, les mecs, c'est pour ça qu'il y a des mecs qui sont payés encore. Deron Williams, Lou Holding, Lakers. Deron Williams, Lou Holding. Ouais. Mozgov est payé encore cette année. Ouais, tu le répartis. Tu le répartis sur plusieurs années pour pas que ça tue complètement ta masse salariale. Et tu prends un autre joueur. Ou alors t'arrives à le trader vers une autre équipe. Et tu prends... Ouais, mais je crois que les Lakers, ils sont tellement au-dessus du cap que même s'ils le coupent et qu'ils lui donnent, je sais pas, peut-être même 5 millions par an, eh ben, dans tous les cas, ils auront pas assez de marge pour prendre un autre bon joueur. Bah, tu le trades. Il y a bien un bouffon qui va vouloir tu penses vraiment? Avec la saison qui vient de sortir, ça va être très compliqué, hein. Il va Autant l'année dernière à Washington, oui, mais là... Quelle équipe a besoin de Westbrook? Il y en a qui reconstruisent. Écoute, tu t'en fous. Tu l'échanges contre n'importe qui. Tu l'échanges contre Robin Lopez. Et après, tu coupes Robin Lopez. Tu t'en fous. Ça va être... Moi, je dis toujours, j'arrête de te dire. Trade LeBron, ouais, c'est vrai. Hein. LeBron Houston. Tout est fou, toi. LeBron qui veut retourner en Ohio, ouais. LeBron qui veut retourner en Ohio? C'est pour ça, moi, que je disais avec Wall, parce qu'ils ont exactement le même contrat, Westbrook. Et peut-être que Wall, ça fit mieux, tu vois. Non, Wall, ça fit pas mieux non plus. C'est le même bordel. Il shoot mieux que Westbrook. Il défend. Il shoot mieux que Westbrook. Ah oui, c'est difficile de shooter mieux que Westbrook, mais c'est pas le Brésil, mais... Ouais, il shoot mieux que Westbrook. T'es en train de comparer, de la merde et un molar, quoi. Genre, mais qui est la merde? Quoi?
qui est la merde. Tu me dis, il shoot mieux que Westbrook. Et encore, il shoot. Tu sais, il y a ça aussi. Il y a shooté 4 fois par match quand tu vas être ouvert et que tu vas recevoir la balle en catch and shoot et que tu dois le mettre. Et quand t'as la balle 35 minutes et qu'au bout d'un moment, à force qu'on passe au-dessus des écrans, t'en mets un ou deux parce que genre t'es confiant et que t'as mis 20 lay-up avant. Tu vois? Et ça, c'est la différence. Genre, John Wall, ce sera jamais un bon shooter. Genre, tu lui passes la balle. Moi, j'avais vu que l'année dernière, je crois, à Houston, lorsqu'il reçoit la balle, donc, lorsqu'il reçoit la balle et qu'il shoot directement, je crois qu'il tourne à 38%. Ouais, peut-être. Après, peut-être qu'il s'est amélioré. Après, c'est aussi sur un petit volume. Mais ce que je veux dire, c'est, genre, pour moi, ça serait complètement fou d'échanger un meneur avec les mêmes caractéristiques pour un autre mec qui a les mêmes caractéristiques, c'est exactement les mêmes. 2 ans pour blessure, et tu le fais venir et t'échanges pour un contrat similaire. Non, ça serait pire. Genre, c'est trop, ou en tout cas, si t'es le GM, tu joues ta vie. Genre, si ça se passe mal, genre, tu plies valise et tu t'en vas, quoi. Parce que, non, moi, je balarguerais, et j'échangerais Anthony Davis aussi. Genre, Pour moi, c'est le mieux à faire. Hein. D'échanger Anthony Davis? Ouais, le mieux, c'est de reconstruire. Les gens, ils rêvent sur, c'est mieux d'avoir un joueur qui tourne à 15 points, 5 rebonds, mais qui va jouer tous les matchs, que d'avoir un mec qui tourne à même 30 points, 10 rebonds, mais qui joue ça fait 4 ans, là, qui joue la moitié de saison. Genre, tu peux pas. Une équipe comme les Lakers, tu peux pas, c'est pas une plus-value. Une équipe qui gagne pas beaucoup de matchs, mais une équipe qui joue le titre, qui veut être premier de la conférence et tout, ils peuvent pas se permettre d'avoir un mec qui va manquer la moitié des matchs, c'est juste pas possible. C'est clair. Sachant que tu fais une équipe genre où tu mets 2-3 stars, où tu mets tout ton salaire et cap, dès qu'il manque des matchs, regarde, tu peux plus jouer. Ouais, très stable. Et en plus, moi je trouve que c'est pas aussi important avec LeBron, justement pour sa qualité de passe. Je sais pas pourquoi il s'emmerde. C'est mieux d'avoir des joueurs moyens autour de lui. Tu vois, une autre bonne superstar, ok? Allez, admettons, tu gardes Anthony Davis. Quand ils ont gagné le titre, LeBron, il peut rendre un mec moyen bon. Ouais, comme Malik Monk mais après, lui, justement, il voulait une 3e pour pouvoir se soulager et faire moins de matchs, tu vois. Ouais. Avoir plus de temps pour lui. Ouais, mais alors, à ce moment-là, moi, c'est là où tu vois, t'aurais pris un DeRozan, y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ils sont tant omnubilés par starter et pas starter, qu'en fait, il faudrait que tu fasses DeRozan avec la deuxième équipe, avec la deuxième unit, tu lui donnes la balle et lui, après, dans son mid-range, dans son truc, il te met 20 points en sortant du banc, parfait. Mais de les avoir, ils sont pas complémentaires pour jouer ensemble. Genre, c'est pas ce genre de joueur. Ouais, ils auraient dû faire re-signer Caruso et prendre Bud Hield. Et après, on peut refaire l'histoire, hein. Ouais, de toute façon, on verra. Moi, en tout cas, je les voyais plus haut, les Lakers, ça c'est sûr. Ah bah, moi aussi, je les voyais plus haut. Je pense que beaucoup de monde les voyait plus haut. Moi, je les voyais vite. Non, moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a eu trop d'erreurs. Genre, même quand t'as pas beaucoup de joueurs, prendre des petits jeunes qui ont la dalle. Tava avec les Trevor Ariza qui ont 37 ans, qui peuvent plus bouger. Les mecs, le seul qui te donne un peu des trucs, c'est Carmelo Anthony. Genre, parce qu'il est vraiment du banc, il a vraiment une autre dimension, c'est un bon catch and shoot et tout, tu vois. Et en plus, ça m'énerve un peu parce que moi, je trouve qu'il vraiment, il a été bon, il s'est mis dans son rôle, il a accepté son truc et tout. Et ils font une saison dégueulasse, comme si, genre, à chaque fois qu'il est dans une équipe, genre, tu vois, l'équipe, elle performe pas. Ouais, putain, franchement, c'est un des seuls qui a joué au niveau qu'on l'attendait cette année, tu vois. Alors, après, sinon, c'est pareil, t'as pris plein de mecs au début de l'année, genre, tu prends Dwight Howard, et tu prends DeAndre Jordan. Et l'année dernière, pareil, vous aviez Marc Gasol. Genre, à quoi vous servez Marc Gasol? il est parti direct. Tu vois, genre, on dirait trop qu'il y a des joueurs qui sont en vacances chez eux, tu vois, genre... Ah ouais, t'as du jeu contre lui, en plus, non, Marc Gasol, il a un des deux. Ouais, il a Girona, là. Il a Girona. Ah ouais. Et, tu vois qu'il a encore du toucher et tout, mais c'est vrai que s'il était dans le même forme physique pour jouer en NBA, nous, pas possible. Il a joué 20 minutes contre nous au Estudiantes en deuxième division, il avait du mal. Alors, pour jouer contre les avions qu'il y a en NBA, ça devait être compliqué. Ouais, bon. On va clôturer là-dessus, les gars. Ça marche. Ouais.
On a bien. Vu que ça fait 4 heures qu'on est au téléphone. Ouais, putain. Là, ça fait. Ma femme, elle fait des signes. Oh, tu sais. Ouais, moi aussi. Elle fait pas de signe, mais elle est derrière la porte, c'est sûr. Ça fait un bon bout. Je vais me faire gronder, là. On va conclure vite, du coup. Merci à vous, comme d'habitude. De rien, les gars, on se fait ça quand vous voulez. D'avoir participé. Avec Merci plaisir. beaucoup, Edwin. C'était un plaisir de t'avoir. T'es vraiment pertinent. Merci beaucoup, Matt, pour avoir ramené Edwin, ton nouveau meilleur pote. Et merci beaucoup, Aurel. On n'a pas beaucoup entendu Aurel, mais c'est comme souvent, Aurel, il est là pour distiller quelques petites informations. Et puis, merci surtout à vous les auditeurs. Voilà, je me permets de faire une outro tout seul parce que on est reparti après sur d'autres discussions. C'était interminable. C'était cool, mais interminable. Donc voilà, comme ça, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se capte dans le prochain podcast. Bye bye.